Dans cette vidéo, on va aborder les prochains thèmes. Le but des soins palliatifs, les étapes, les paliers chez une personne mourante, la psychologie chez les personnes mourantes et chez les proches, c'est quoi la communication en fin de vie, que dire à la personne mourante, l'importance de la communication pour la personne mourante et non mourante, récréation des liens brisés au dernier moment, formation infirmière et spécialisation en soins palliatifs, les ressources disponibles après le décès, et finalement la conclusion. Quand on parle de fin de vie, c'est vraiment un moment où tout compte. Chaque mot, chaque silence. C'est là que les soins palliatifs entrent en jeu. Ils sont là pour répondre à tout, le côté médical, mais aussi ce qu'on ressent et ce qu'on croit spirituellement. C'est super sensible comme sujet parce que ça touche à des choses très personnelles et profondes pour chacun. Pour ceux qui travaillent dans la santé, pour les personnes malades et leurs familles, c'est pas juste une question de savoir médical. Il faut vraiment capter tout ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens. Parler de fin de vie, c'est délicat. On doit aborder avec beaucoup de douceur et d'empathie des choses difficiles, comme ce que la personne veut pour ses soins, comment gérer la douleur ou encore ses peurs et espoirs face à la mort. Si on regarde dans le temps, la façon dont on voit la mort a pas mal changé. Avant, dans pas mal de cultures, c'était quelque chose de naturel qui faisait partie de la vie de la communauté et de la famille. Mais avec le temps, surtout avec les progrès de la médecine, la mort est devenue quelque chose qu'on met un peu de côté. Face à ça, il est devenu super important de revenir à une vraie communication sincère et respectueuse. Quand on accompagne quelqu'un dans ces derniers moments, c'est devenu une partie essentielle des soins palliatifs. Alors, je vais vous parler du but des soins palliatifs. Alors, les soins palliatifs, c'est un peu comme offrir un cocon de confort et de soutien à ceux qui font face à des maladies très graves. Imaginez que vous ayez un proche qui souffre beaucoup à cause d'une maladie. Vous voudriez faire tout votre possible pour l'aider à se sentir mieux, pas vrai? C'est là qu'intervient alors les soins palliatifs. Ils ne se concentrent pas seulement sur le traitement de la maladie, mais aussi sur le fait de rendre les jours des patients aussi bons que possible en s'occupant de leur douleur, de leur stress, de toutes ces émotions lourdes qui viennent avec la maladie. Alors les maladies graves comme le cancer ou des problèmes de cœur peuvent rendre les gens vraiment mal à l'aise. Les soins palliatifs utilisent des médicaments comme des antidouleurs pour rendre cette douleur plus supportable, mais ce n'est pas tout. Ils s'assurent aussi que les patients se sentent soutenus émotionnellement et spirituellement. Cela signifie qu'ils prennent soin de l'esprit autant que du corps. Malheureusement, tout le monde n'a pas facilement accès à ces soins. Surtout dans les pays moins riches, il peut être difficile d'obtenir l'aide nécessaire. Cela peut être dû à un manque de connaissances sur les soins palliatifs ou à un manque de médicaments pour soulager la douleur. C'est un gros problème parce que tout le monde mérite de se sentir aussi bien que possible, surtout quand ils sont très malades. Alors, quand on parle de la manière dont ces soins sont donnés, il y a plein d'options. Certains reçoivent ces soins chez eux, entourés de leur famille, tandis que d'autres sont dans des hôpitaux ou des centres spécialisés. Une équipe de professionnels comme des médecins, des infirmiers et même des bénévoles travaillent ensemble pour aider le patient à se sentir bien. Ils aident aussi leur famille. Ils s'assurent que les patients vivent leur dernier moment de la manière la plus paisible et confortable possible. Ce qui est super avec les soins palliatifs, c'est qu'ils aident aussi les familles. Ils offrent du soutien pendant la maladie de leurs proches et les aident à gérer leur deuil après. L'objectif est de faire en sorte que tout le monde se sente pris en charge, respecté et aimé pendant ces moments difficiles. Les soins palliatifs, c'est vraiment cette idée de prendre soin des gens avec une énorme dose de gentillesse et de compassion. C'est reconnaître que même dans les moments les plus sombres, on peut offrir de la lumière et du confort. C'est une partie super importante de la médecine parce qu'elle nous rappelle qu'il est essentiel de traiter les gens avec humanité en respectant leurs besoins et leurs désirs jusqu'à la fin. Alors je vais parler des étapes, les paliers chez une personne mourante. Alors quand on est face à la fin, c'est un peu comme traverser euh,
un gros orage d'émotions. Alors, Elisabeth Kubler-Rose, c'est une experte en la matière. Elle a détaillé ça en 5 grosses étapes. Alors d'abord, on peut pas y croire. Ensuite, on devient super énervé, puis on se met à genre négocier avec le destin. Après, on tombe dans un gros coup de dépression. Et enfin, on arrive à s'y faire et à accepter. Alors au départ, c'est comme se boucher les oreilles et dire non, 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 ça peut pas m'arriver à moi. C'est une façon de se protéger parce que franchement, la vérité fait mal. Mais voilà, parler de ce qui se passe ou de ce qu'on veut pour la suite peut s'avérer difficile, surtout si on n'est pas prêt à l'entendre ou à y penser. Puis quand la phase commence à passer, la colère monte. Ça peut être contre soi-même, les amis, la famille, ou même contre les plus grands que soi. C'est normal de se sentir super frustré et impuissant. C'est là que soutenir quelqu'un peut devenir un vrai casse-tête parce qu'il peut repousser toute aide ou soutien. Ensuite, on essaye de marchander. C'est un peu comme dire, OK, si je fais ça, peut-être que je pourrais avoir plus de temps. On se met à faire des promesses, à espérer un miracle. Ça peut amener à des discussions assez dures. On exprime nos regrets ou nos espoirs. Alors, la dépression, c'est quand on réalise vraiment ce qui nous arrive, on se sent super seul, triste et parfois désespéré. Là, avoir quelqu'un qui est là pour écouter et soutenir est hyper important, même si on a tendance à se renfermer sur soi-même. Et finalement, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content, mais plutôt qu'on commence à trouver une sorte de paix avec ce qui se passe. À ce moment-là, parler des choses importantes comme ce qu'on veut pour la fin devient un peu plus facile. Les proches et les soignants eux-mêmes vivent tout un tas d'émotions. Ça peut rendre les choses encore plus compliquées. Les soins palliatifs, c'est là pour aider avec les douleurs et aussi pour apporter un soutien émotionnel. L'équipe des soins palliatifs, qui inclut des psychologues et des travailleurs sociaux, joue un rôle important pour aider tout le monde à traverser ces moments, en soutenant le patient pour qu'il exprime ce qu'il ressent et en aidant la famille à faire son deuil. La psychologie chez les personnes mourantes et chez les proches, gérer la fin de vie, c'est vraiment plus que juste s'occuper de la douleur physique. Ça touche aussi à toute cette vague d'émotions que les personnes en fin de vie et leurs familles peuvent ressentir. C'est là que le rôle des professionnels de la santé devient important. Ils ne sont pas juste là pour les soins médicaux. Ils aident aussi à naviguer à travers les émotions fortes comme la peur, la tristesse ou même la quête de sens. Les soignants adoptent une approche super empathique. Ils essayent vraiment de se mettre à la place de la personne pour offrir un soutien qui va droit au cœur. Par exemple, ils utilisent les idées de Jean Watson qui parle de répondre aux besoins biophysiques, mais aussi psychologiques et spirituels des patients. Cela signifie qu'ils sont là pour écouter, vraiment écouter, et aider les gens à exprimer ce qu'ils ressentent, y compris leurs craintes ou leurs espoirs. Alors la famille joue un rôle énorme dans tout ça aussi. Ils vivent leur propre tempête émotionnelle et les soignants les aident à traverser ça, que ce soit en discutant des souhaits de la fin de vie, en partageant des souvenirs ou juste en étant là. Leur soutien est important pour aider la famille à se préparer et à gérer leur deuil. Les psychologues spécialisés apportent leurs expertises, surtout quand il s'agit des angoisses profondes, des questions spirituelles. Ils offrent un espace où patients et familles peuvent parler librement de tout, des regrets, de tout ce qui n'a pas été dit, jusqu'aux grandes questions sur le sens de la vie. Mais n'oublions pas que les soignants eux-mêmes, ce boulot peut être hyper difficile émotionnellement. Ils doivent aussi prendre soin de leur santé mentale
pour continuer à fournir ce niveau de soutien et de compassion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que accompagner quelqu'un en fin de vie, c'est être là pour tout, la douleur, les larmes, les espoirs et les questions sans réponse. C'est une approche qui touche à tout, qui nécessite de l'empathie, de l'écoute et un soutien constant, pas juste pour les patients, mais pour leurs familles et les soignants aussi. C'est vraiment quelque chose profondément humain. C'est quoi la communication en fin de vie? La communication en fin de vie revêt d'une importance cruciale car elle transcende la simple transmission d'informations pour devenir un moyen de connexion profonde entre le patient, ses proches et les professionnels de la santé. Contrairement à d'autres contextes de communication, la communication en fin de vie est teintée d'une sensibilité particulière due à la nature délicate et ultime des sujets abordés. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la communication en fin de vie ne se limite pas aux mots prononcés, elle englobe également les expressions faciales, les gestes et les silences qui peuvent tous véhiculer des messages significatifs. Dans ce contexte délicat, ainsi une communication efficace nécessite une sensibilité à ces différents modes d'expression. En fin de vie, la communication devient souvent une voie pour exprimer des émotions profondes, des souvenirs et des préoccupations existentielles. Les patients peuvent ressentir le besoin de partager leurs expériences, leurs regrets et leurs souhaits non réalisés. De plus, la communication en fin de vie implique souvent des discussions sur des sujets difficiles, tels que les choix de traitement, les soins de fin de vie et les volontés anticipées. Enfin, la communication en fin de vie est également une occasion de soutenir les proches du patient qui traversent souvent une période de grande détresse émotionnelle. En offrant un soutien empathique et des informations précises, les professionnels de la santé peuvent aider les proches à comprendre et à accepter la situation tout en leur fournissant les ressources nécessaires pour faire face au deuil et au processus de deuil qui suivra. Je développerai ce point plus tard. En résumé, la communication en fin de vie est bien plus qu'un simple échange de mots, c'est un acte de compassion, de connexion et de soutien qui joue un rôle crucial dans le bien-être physique, émotionnel et spirituel des patients en fin de vie et de leurs proches. Que dire à la personne mourante? Quand on communique avec une personne en fin de vie, il est essentiel de faire attention à ses mots. Ils doivent faire preuve de compassion et d'empathie. Voici quelques conseils sur ce qui est approprié et bon à dire à une personne mourante. Premièrement, il faut être présent émotionnellement. Il faut montrer qu'on est là pour la personne mourante. On peut faire ça en ayant un contact visuel, en tenant la main si elle le souhaite. Deuxièmement, il faut écouter la personne mourante. Il faut laisser le mourant s'exprimer librement sans l'interrompre. Cela peut lui permettre de partager ses peurs, ses regrets ou des souvenirs. Troisièmement, il faut exprimer nos gratitudes et nos souvenirs, en lui partageant des souvenirs heureux que vous avez partagés ensemble. Quatrièmement, il faut valider ses émotions, peu importe ce que la personne ressent. Que ce soit peur, tristesse ou colère, il faut valider ses émotions. Il faut lui dire qu'on comprend ce qu'elle vit et que ses sentiments sont légitimes. Cinquièmement, il faut respecter les souhaits de la personne mourante. Si elle souhaite de parler de sujets spécifiques, il faut respecter ses désirs. Il ne faut pas insister sur des sujets qu'elle ne veut pas aborder. Sixièmement, il faut éviter les clichés et les phrases toutes faites. Par exemple, au lieu de dire tout ira bien, on doit dire quelque chose comme je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Huitièmement et finalement, il faut laisser la place au silence. Car parfois le silence est plus réconfortant que les mots. Il ne faut pas avoir peur de rester silencieux à côté de la personne mourante, si c'est approprié. En somme, la communication avec une personne en fin de vie demande une grande sensibilité, de l'empathie et une écoute attentive. En suivant ces conseils et en suivant les souhaits du patient, vous pouvez offrir un soutien précieux et réconfortant pendant ce moment difficile. L'importance de la communication pour la personne mourante et non mourante. La communication est cruciale pour la personne en fin de vie.
car elle joue un rôle essentiel dans le bien-être psychologique et émotionnel. La communication permet au mourant d'exprimer ses sentiments, ses peurs et ses souhaits. Partager ses émotions avec des proches peut alléger les émotions fortes et apporter un sentiment de soulagement et de sereinement. Pour les proches, la communication ouverte avec le mourant peut être réconfortant. Pouvoir exprimer ses sentiments, poser des questions et partager des souvenirs peut renforcer les liens familiaux et apaiser les tensions. De plus, une communication franche peut faciliter la planification des arrangements après le décès. Cela peut réduire le stress et l'anxiété d'incertitude. Pour le processus de deuil, une communication ouverte et honnête peut contribuer à un deuil plus sain. Partager ses émotions, ses souvenirs et ses préoccupations peut normaliser le processus de deuil et aider l'acceptation de la perte. Cela peut aider certaines personnes à traverser le deuil et à trouver un sens à leur perte. Récréation des liens brisés au dernier moment. La fin de vie offre des opportunités précieuses de recréer des liens brisés, de se réconcilier au dernier moment. La mort imminente peut susciter le désir de régler les conflits passés et de réparer des relations. La communication est cruciale dans ce processus de guérison. En exprimant nos regrets, en demandant pardon, en offrant le pardon, se libère le poids des rancœurs accumulées au fil du temps. L'honnêteté et la sincérité permettent de partager des émotions profondes, de reconnaître les torts et de reconstruire la confiance. Même simplement écouter peut suffire pour le processus de guérison. Aussi, la communication permet de clarifier les malentendus qui ont pu contribuer aux tensions. Pour résumer, la communication avant la mort offre une opportunité précieuse de réparer des liens brisés et de guérir des blessures du passé. En exprimant ouvertement les émotions, en clarifiant les malentendus, on peut trouver la paix et la sérénité dans les relations avant de franchir cette terrible étape qu'est la mort. Formation infirmière et spécialisation en soins palliatifs. Les formations des professionnels de la santé intègrent de plus en plus une formation aux soins palliatifs. Au cœur de cette formation se trouve l'importance de la communication dans la pratique. La communication est fondamentale pour les infirmières travaillant en soins palliatifs, car elle leur établit des relations de confiance avec les patients et leurs proches, de comprendre leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels, et de répondre de manière appropriée. La formation met l'accent sur l'écoute active, l'empathie, la validation des émotions, la capacité à aborder des sujets délicats comme la mort et le deuil. Il existe aussi des études spécifiques sur la communication en fin de vie qui examinent les meilleures pratiques pour des conversations difficiles avec les patients et leurs familles. La formation des infirmières en soins palliatifs intègre un volet important sur la communication, reconnaissant ce rôle essentiel. Les études spécifiques contribuent à améliorer les interactions respectueuses et empathiques avec les patients et leurs familles, dans ce moment critique de leur vie. Les ressources disponibles après le décès. Les ressources disponibles pour soutenir les personnes en deuil sont diverses et variées. Bien entendu, la ressource la plus évidente est celle des proches. Ces derniers peuvent apporter un soutien précieux pour aider une personne à traverser son deuil, avec le soutien de sa famille, de ses amis, et ainsi de suite. Une autre ressource disponible est représentée par les associations de soutien pour les personnes en deuil. Des organisations telles qu'Apsode, Apprivoiser son deuil, Vivre son deuil ou encore AVIC sont là pour accompagner les personnes tout au long de leur processus de deuil. Elles proposent diverses activités, telles que des groupes de parole avec d'autres personnes dans la même situation, des conférences et des interventions de sensibilisation dans des environnements professionnels, scolaires, communautaires ou associatifs. Des visites chez les professionnels sont également organisées au sein de ces associations, afin d'assurer un accompagnement continu et de maintenir le lien, que ce soit pour la perte d'un enfant, d'un parent ou autre. Ces ressources sont là pour offrir un soutien adapté. L'avantage de ce type d'association est qu'elles sont généralement gratuites, étant donné que celles que j'ai citées sont des ASBL, associations sans but lucratif, et qu'elles disposent de lignes d'écoute. Une autre ressource disponible est représentée par les mutuelles. Par exemple,
la Mutualité chrétienne propose d'intervenir dans les frais de consultation psychologique et peut recommander des centres et des psychologues à consulter. Les mutuelles peuvent aussi vous aider dans certaines démarches à suivre. Il est extrêmement important de rechercher du soutien pendant cette période difficile, que ce soit en sollicitant l'aide des proches, des associations ou même de sa propre mutuelle. Maintenant, on passe au visionnage d'un court extrait d'une vidéo de Combini News. On ne sait pas s'il me reste 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois à vivre, mais en tout cas pas beaucoup plus. Je dirais que j'ai commencé à accepter l'idée de la mort, en fait, quand j'ai commencé un processus que j'ai appelé le deuil de soi-même. J'ai 43 ans et je suis atteint d'un glioblastome, qui est un cancer du cerveau qui est mortel dans 90% des cas. C'est en février 2022 que le diagnostic est tombé et c'est un diagnostic qui évidemment engage le pronostic vital. Et j'ai pas compris tout de suite au moment du diagnostic que j'allais mourir en fait assez rapidement. C'est venu en fait à partir du moment où il y a eu la récidive. Un jour, cette tumeur a beaucoup grossi et a provoqué un saignement, donc ça a fait comme un AVC et je me suis retrouvé à perdre petit à petit ma vision. Alors j'ai toute ma tête parce que la tumeur n'a pas touché des zones cognitives. En revanche, j'ai pas mal de troubles fonctionnels. J'ai perdu la spatialisation, l'orientation. Mais c'est des troubles, quand ça va pas trop vite, on est capable de s'adapter. Je pense que c'est la pulsion de vie qui est tellement forte dans chaque humain qu'en fait finalement on peut avoir confiance dans notre capacité de s'adapter. C'est pas que moi, c'est tous les malades en fait sont des héros finalement à s'adapter et les aidants surtout qu'il y a autour de moi qui sont omniprésents, qui me soutiennent et qui me soutiennent depuis le début. Personne ne peut vraiment dire combien de temps il me reste à vivre et donc on ne sait pas s'il me reste 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais en tout cas pas beaucoup plus. Et cette incertitude fait partie de ma maladie. Je dirais que j'ai commencé à accepter l'idée de la mort en fait. J'ai jamais été complètement effrayé par cette idée, mais j'ai commencé à l'accepter quand j'ai commencé un processus que j'ai appelé le deuil de soi-même. Le deuil de soi-même, c'est-à-dire que petit à petit, j'étais plus la même personne en fait. Ce qui a été long, c'était de faire le deuil de la personne que j'étais avant, comme si en fait je faisais le deuil d'une vraie personne autre. Par contre, ce qui est très dur encore aujourd'hui, c'est de voir le deuil anticipé des gens autour de moi. Évidemment, je vois bien dans les yeux des gens qu'il y a une tristesse en se disant avant il n'y avait pas de problème. Et je suis obligé de vivre, j'ai plus le choix, je peux plus maîtriser le temps, je peux plus maîtriser les choses, je suis obligé de vivre dans une forme de présent. L'avenir n'a aucun intérêt, le futur n'a pas d'utilité dans mon cas, puisque je peux pas me projeter à plus que 3 mois, puisque dans 3 mois, je sais pas dans quel état je vais être, puisque la tumeur peut grossir tout d'un coup, une crise d'épilepsie peut venir détruire tout ce que j'ai construit comme compensation. Donc la mort, en tout cas, m'a jamais effrayé pour moi, elle m'effraie pour les autres. C'est vrai que j'ai peut-être fait preuve d'orgueil pour les autres en disant voilà, je vais mourir, voilà comment ça va se passer, comment ça va se passer pour ma cérémonie. Et en fait, je suis tellement accoutumé finalement à l'idée de ma propre fin. Du coup, je me rends pas forcément compte que c'est très dur à entendre pour les proches parce que on se rend pas compte, mais il y a 1 an, moi j'étais comme n'importe qui est là dans la rue, qui va travailler, qui part en week-end, qui prend le métro, qui va faire du vélo, qui va en soirée, tout ce qu'on veut. Et ce que je dis souvent aux gens qui ont peur ou qui sont impressionnés par ce que je leur raconte sur le fait que je vais mourir, etc., je leur dis, mais tu sais, toi aussi, c'est en toi en fait. Et par contre, là où ça devient compliqué, c'est qu'à un moment donné, il faut lutter contre cette pulsion de vie qui peut nous empêcher de mourir, justement, tellement elle est puissante. Or, à un moment donné, il faut mourir. Il ne faut pas lutter éternellement avec des maladies comme la mienne, qui deviennent très lourdes pour les proches, qui deviennent très lourdes pour les soignants et pour le système hospitalier aussi. À un moment donné, il faut vraiment faire cette acceptation. Et moi, je souhaite qu'au moment voulu, je serai capable de dire stop et de dire non. Conclusion. La communication en fin de vie chez les personnes âgées est un sujet d'une grande pertinence. Dans cette présentation, nous avons abordé ce thème sous divers angles, passant des soins palliatifs à la psychologie des personnes mourantes et de leurs proches. Nous avons aussi défini l'importance de la communication pour renouer des liens parfois brisés, explorer les programmes de formation des infirmiers en soins palliatifs pour accompagner les personnes en fin de vie, pour enfin évoquer les multiples ressources disponibles pour soutenir les personnes en deuil. En conclusion, un sujet aussi captivant qu'analysé avec finesse.
Merci pour votre écoute.